Et donc aujourd'hui, tout le monde, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir le professeur Henry Mintzberg. C'est la troisième fois que Henry Mintzberg vient nous rencontrer dans le cadre du Living Lab avec les stagiaires. Le projet de Living Lab a été fortement inspiré, comme on s'est déjà dit, du programme du International Masters of Health Leadership, duquel je suis gradué, et Henry a été le fondateur de ce projet-là. Ils sont rendus dans la MHL je pense qu'ils commencent la 11e cohorte, si je ne me trompe pas. C'est la Crois, 11e. je Cohort in crois. MHL is 11, right? Je crois. I, Je suis pas I sûr. think. 25 pour le IMPM. Ben, je pense que 25 pour le IMPM, 10, peut-être 11. Je pense que Judy qui est là, Judy Maurice, qui est la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, qui vient de graduer. Je pense que Judy, tu étais cohorte 10. Donc, on est la cohorte 11. Salut, Judy. Fait Allô? que, fait que j'ai invité Judy à se joindre à nous hier. Et puis, donc, Judy est graduée aussi du programme, président de l'Association des médecins d'urgence du Québec, comme je disais. Et, et donc, Henry a fondé ce programme-là. On est déjà rendu à la 10e cohorte. Et Henry, pour dire, on est déjà rendu à la 10e cohorte du Living Lab. Donc, c'est des stages d'1 à 2 mois. 70 personnes, étudiants en médecine, médecins résidents de plusieurs spécialités, d'au moins 5 spécialités, des professionnels d'autres domaines de la santé, comme en soins infirmiers, en soins préhospitaliers d'urgence, des décideurs de différents types dans le système de santé ont participé au stage, nos propres professionnels ont fait le stage, beaucoup inspirés du MHL. Fait que c'est vraiment un honneur de te recevoir encore aujourd'hui. Le livre Simply Managing, Henry, fait partie des lectures obligatoires du stage, mais Okay. on peut en faire lire d'autres si tu veux. Mais on est vraiment rendu là. Alors, Henry est quelqu'un qui a publié, on est-tu rendu à 40 livres? 21. 21. Oui, Bon, oui. ça ne Pour sera le pas long qu'on va être deuxième, rendu. pour le deuxième 21, j'ai besoin de beaucoup plus de temps. OK. Un Quand vrai, même. un vrai livre, ils ne sont pas tous des vrais livres parce que quelques-uns sont des collections, etc. Mais un livre me prend 5 ans. Et peut-être parmi les 21, il y a 6, 7 qui sont écrits complètement. Bon, et donc déjà, c'est un accomplissement vraiment important. Henry Mintzberg est de plusieurs personnes, Henry, je sais que tu es un, tu ne vas pas te décrire comme ça, mais moi, j'ai questionné beaucoup de personnes, surtout dans ton école de business. Tu sais, c'est quoi l'importance de Henry Mintzberg à l'Université McGill et dans le domaine du management de business? Puis les gens te décrivent comme un des professeurs les plus célèbres vivants présentement à l'Université McGill, mais dans le domaine de la gestion dans le monde actuellement. Fait que c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous, Henry. Et je ne dis pas ça pour te flatter, mais là, aujourd'hui, on a des personnes qui ne te connaissaient presque pas parce que c'est des étudiants en médecine junior et donc ils ne sont pas rendus encore à lire ton livre. Mais nous, on parle de toi depuis quelques jours, on a expliqué un peu ce qu'il y en est. Et donc, je serais curieux de savoir, qu'est-ce qu'ils sont intéressés de savoir par rapport à cette personne qui a accompli tant de choses, mais qui s'intéresse au système de santé, qui a une perspective sur le système de santé nuancée. Mais en même temps, je serais curieux de savoir, Henry, quand tu vois tout ce monde-là à l'écran, quelle serait une question qui te vient à la tête? C'est quoi ta réaction? C'est quoi ta question qui te vient à la tête pour ces jeunes étudiants en médecine qui ont très peu mis les pieds dans un hôpital encore? C'est very junior. But some are already veterinarians, orthophonistes, physiothérapeutes. Il y en a plusieurs qui ont déjà d'autres formations, mais la plupart n'ont pas encore mis. Comment tu réagis à ça? Le plus qu'on âge, le plus qu'on s'intéresse en système de santé parce qu'on passe beaucoup de temps dans le système de santé. Je visite les médecins toujours, j'ai toujours des choses. J'ai beaucoup de tout petites choses avec le pot, avec ça, avec je sais pas quoi. Et peut-être
Michael Porter a fait la même chose et il a écrit dans le système de santé, mais à la fin de son carrière, ou vers la fin de son carrière. Mais peut-être, moi, je dis aussi que il n'y a pas un autre domaine qui a besoin d'une repensée, d'une reformulation que le système de santé, à mon avis. Parce qu'ils font beaucoup d'erreurs. Dans mon livre, Managing the Myths of Healthcare, je parle beaucoup de fait qu'on copie des business, mais un hôpital n'est pas un business. Un hôpital, quelque chose complètement différent. Medicine is a calling, it's not a business. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut dire aux jeunes, mais il faut dire aux jeunes, dans tous les domaines, que les choses qu'on apprend peut être problématique aussi. Je parle the fait que, I'm going to say this in English because it's easier, it's a bit complicated. Yeah, sure. Medicine, the great strength of medicine is its capacity to categorize, to pigeonhole. So I walk into a doctor's office and I say, I have a pain in my lower right side. And he says, oh, good. Or she says, oh, good. It's an appendix attack and we know what to do. Whatever it is, medicine is trying to get us into its categories. Mais le problème, c'est qu'il y a trois situations où ça marche pas. The fit, in three situations, the fit doesn't work. In one situation, the fit doesn't work because medicine has no categories. Comment on dit IBS en français, Irritable Bowel Syndrome? Est-ce qu'il y en a Colon irritable. Colon irritable. OK. Mais en français, je crois que c'est la même chose qu'en anglais. Ça veut dire que c'est une étiquette pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça dit rien du tout. Puis, si on ne tombe pas dans vos catégories, tant pis. If we don't fit in your categories, too bad. Unless you go to alternate medicine. Deuxième problème, c'est que we cut across categories. You know, we've got a eye problem and we've got a lung problem and we've got a toe problem and medicine, people aren't trained to talk much to each other. They're trained to practice their own medicine. You don't talk much to each other's. And if you cut across the categories, they better speak at the very least to decide what's going to be done first. But more importantly, to decide what the interaction effect is of these different illnesses. And then the third point is what happens when medicine treats the patient, but not the person. Est-ce qu'ils ont comment s'appelle the curve? What's it called? The bell curve. Est-ce qu'ils ont l'article the bell curve, Rick? Je sais pas si je pense pas qu'ils l'ont lu. Parce que sinon, il faut le lire. Parce que ça explique la différence entre un patient et un patient et une personne. Et ça explique pourquoi, dans plusieurs cas, il faut traiter la personne et non seulement le patient. Ça veut dire que la manière de traitement devient très importante. Si j'entre dans une salle d'opération, une salle d'intervention et je dis pas au médecin, cut a little lower, or please be nice to me, ou ça fait rien, ça fait absolument rien. Mais pour d'autres choses, comme cystic fibrosis, dans l'article, si on n'apprend pas la situation personnelle de la patient, on a des problèmes. So be careful of the categories. Medicine is very categorical. And the other thing, l'autre chose, le cas pour cause, the case for cause. I'm still on this bandwagon that medicine is about treatment, and
you're trained to treat. You're not necessarily trained to find cause, for example, with enough understanding about diet. And yet, if we could find cause, we don't need to treat. So when people march for breast cancer, they're almost all marching for a cure. I think they should be marching for the cause, because if you can find the cause, maybe you don't need a cure. You know, as soon as you find the cause of something, if you discover, si on fait la découverte qu'il y a le cancer de poumon qui vient de smoking, on peut attaquer le problème pas en traitant les poumons, mais en arrêtant le fait que beaucoup de gens fument. OK, ça c'est so a bit of advice to new physicians. Très intéressant. Donc merci, Henry. Est-ce que, donc là, on avait dit, tu sais, moi, j'ai commencé à lire votre dernier livre, là, de comprendre les organisations enfin, version audiobook qui est vraiment magnifique en passant, qui est vraiment super, super bien faite. Audiobook. Did you have a chance to listen to the audio version? For which version? The audio? No. Audible. It's great. Yeah. It's really fantastic. And it's funny because I could imagine you speaking there, even though it's not your voice. The tonalities are like, they sound like really authentic, as if you were there explaining it. So, so that's interesting. You know, you have these future, you know, medical students. We'll still put this online on our YouTube channel. There are many societal problems right now, problems with the healthcare you've already touched upon. You know, what message would you like to pass at this point, based on your experience, one, in the healthcare system as a patient, as you mentioned, two, training all of these physicians and healthcare professionals through the IMHL and more. What either information you would like to have from young people here that are just starting, or what would you like to pass in terms of a message that they can have the chance to act upon at this early stage? Okay, so on vit dans les organisations. On commence notre vie dans une organisation qui s'appelle un hôpital. On finit notre vie dans une organisation qui s'appelle funeral home, un truc de funérailles, je ne sais pas comment on dit ça. Et presque tout ce qu'on fait entre les deux sont dans les organisations. Ça veut dire que dans les écoles, avec les gouvernements, dans les entreprises, travailler dans les hôpitaux, tout. Si on imagine, si chacun de vous imagine combien d'organisations vous avez contact dans une seule journée, presque n'importe quelle journée. Je crois que ça doit être un minimum de 10 et un maximum de 30. Ça veut dire que peut-être tôt le matin, votre iPhone, vous l'avez sonné. Ça, c'est d'abord votre iPhone, Apple ou je ne sais pas qui. Deuxièmement, votre Vidéotron ou je ne sais pas où, le Wi-Fi connection, etc. Quand vous allez au travail, vous prenez une voiture, vous travaillez sur une route, vous arrivez à votre travail, vous mangez dans un restaurant, vous allez à la banque. On fait énormément de choses dans les organisations, mais on les comprend mal, vraiment mal. Si vous voulez comprendre vous-même votre nature, votre personnalité, vous pouvez aller dans une librairie, vous pouvez trouver une vingtaine, une trentaine de livres qui expliquent comment vous fonctionnez. Si ça c'est micro, vous-même. Macro, si vous vous intéressez à l'économie, comment l'économie marche, etc., n'importe quel journal
a beaucoup d'articles sur l'économie. Mais entre les deux sont les organisations. Ça veut dire entre nous-mêmes comme individus et toute l'économie tombent les organisations. Et où est-ce qu'on peut aller pour comprendre comment elles marchent? OK, la réponse est évidente, mais normalement on comprend mal et on confond les organisations. La femme qui a enseigné Healthcare Management à Harvard Business School, qui était bien connue, a dit toujours que a hospital is a focused factory. Voulez-vous voir votre bébé dans une focused factory? C'est drôle, mais ça c'est Harvard. On confond. Et la nature du livre, c'est que j'ai décrit, j'ai décrit 4 formes d'organisation fondamentale, fondamentaux. Et une j'appelle the personal enterprise, comme une entreprise personnelle, un entrepreneur qui dirige son propre organisation. Programmed machine, comme McDonald's, tout est programmé. Est-ce que vous êtes au courant que vous acceptez que McDonald's vous programme? Parce que quand vous finissez à manger, comment est-ce qu'on dit? You empty your table. Nous sommes entraînés par McDonald's de faire ce qu'il veut. Si vous allez dans un restaurant gourmet, vous ne faites pas ça, ou osez de ne pas le faire. Mais à McDonald's, c'est comme vous êtes obligé de nettoyer votre table. Ou, how do you say clean, empty? Vider votre table. Je ne sais pas comment on dit ça. Le troisième, j'appelle une professional assembly. Ça veut dire que c'est un assemblage des professionnels, comme un restaurant gourmet. Chacun, ils travaillent ensemble, mais ils travaillent à part. Ils travaillent à part en le sens que chacun fait ce qu'il doit, mais pas très lié. C'est comme des fourmis. Si vous voyez des fourmis, ils fonctionnent à part et ensemble. Des milliers de fourmis fonctionnent à part et ensemble. Si vous allez dans une salle d'intervention dans un hôpital, le chirurgien et comment est-ce qu'on dit, the guy puts the to get the anesthesia. Anesthésiste? Yes, L'anesthésiste? Oui, il fonctionne et il ne parle pas. Il ne parle pas parce qu'il sait exactement ce que l'autre va faire. Chacun sait exactement ce que les autres font. Ça veut dire qu'on travaille ensemble et on travaille à part. C'est même plus clair dans une université où chacun enseigne ses propres cours, fait ses propres recherches, etc. Il peut travailler en équipe, mais rarement. Et le quatrième, j'appelle Project Pioneer. Ça veut dire des organisations de projets, comme de créer un film ou faire de la recherche complexe, où il faut travailler en équipe. Et ça, c'est catering. Hein? How do you say catering in French? Je ne sais pas comment on dit ça. Si on a un mariage et on organise le repas. Traiteur. Un Ouais. traiteur. Un traiteur, OK, un traiteur. Et ça, c'est comme un projet. Puis, il faut comprendre qu'on a ces 4 formes d'organisation, mais elles sont très, très différentes. Il ne faut absolument pas les confondre. Si vous allez travailler dans un hôpital, connaissez-vous clairement que c'est une professional assembly. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas des projets, parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'organisation qui sont peurs. Mais c'est plutôt on travaille à part qu'on travaille en équipe. Et le problème, c'est qu'on devient si habitué à travailler à part qu'on résiste
de travailler en équipe. Et ça toujours pose un problème en santé. Bon, c'est plus ou moins le livre. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est plus OK, ou moins. alors, mais c'est intéressant. Donc, pour une fois, peut-être une première fois, on a un livre qui va décrire un peu c'est quoi les différents types d'organisations, clairement, et comment finalement ces organisations-là ont un impact sur nous, même personnellement, dans notre vie de tous les jours, et comment on se promène, comment ces organisations sont plus ou moins bureaucratiques, innovantes, etc. Est-ce que, Henry, tu seras à l'aise de nous parler un peu plus d'organisation dans le contexte des défis actuels? Par exemple, prenons le système de santé à l'heure actuelle. Donc, tu as parlé c'est un professional organization, on va dire. Quels sont les défis de ça pour l'avenir, pour amener l'innovation? Donc, ce genre de structure-là, quels sont les défis auxquels ils font face et comment résoudre un peu ce problème-là? Parce qu'il faut changer le système de santé, il faut, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de bureaucratie. Alors, comment tu vois ça, toi, cette expérience, Rick, je ne sais pas si tu as partagé l'article que j'ai publié dans la presse. Mais Oui. OK. Parce que là, je parle de Great Divide, la division entre l'administration qui réorganise toujours comme une machine. Parce qu'on organise une machine en papier. He goes there, she goes there. C'est très facile. C'est très populaire parce que c'est très facile. On peut désigner qui doit aller, etc., etc. Mais ça change presque rien du tout dans les opérations parce que les médecins, les infirmières, tout le monde dans les opérations fonctionne selon les besoins des tâches. On ne peut pas réorganiser un chirurgien. Un chirurgien ou un anesthésiste ou n'importe, un psychiatre, réagit par rapport des besoins de ses services. Et on ne peut pas les réorganiser. On peut réorganiser qui dirige l'hôpital, qui est le conseil d'administration, etc., etc. Mais that's bullshit. It doesn't change the way the place functions on the operations. So the government is constantly reorganizing and driving people crazy. So that's one thing. Innovation, c'est intéressant. Les assemblages ou assemblées professionnelles sont pas très innovatrices. Des hôpitaux ne changent pas tellement. Chaque hôpital général est plus ou moins comme d'autres hôpitaux généraux, etc., etc. Mais les services sont incroyablement innovatrices. N'importe quelle chose, ils changent toujours les médicaments, ils changent toujours des protocoles, ils trouvent des moyens incroyables. Moi, j'ai eu une open heart surgery il y a quelques années. Si un chirurgien en Afrique du Sud n'a pas essayé de créer cette forme d'intervention, je serais morte maintenant. Et ça, c'est un des mythes que je discute dans le livre, parce qu'on dit toujours que nos systèmes de santé est en faillite. The system of healthcare is failing. Un ami de ma fille, qui est one of the fancy radiologists, j'étais à une soirée avec elle et ma fille et d'autres, et elle a commencé, une Québécoise, et elle a commencé à critiquer le système de santé au Québec, sans arrêt. Elle a juste parlé sans arrêt. Et je l'ai interrompu à un certain moment, et j'ai dit, mais parlez-moi du système des États-Unis, parce que vous avez fait tu as fait ton résidence aux États-Unis, et elle m'a dit, don't get me started with the American system.
Everybody hates their own healthcare system because that's the one they're subjected to. But I forget why I was saying this, where I was going with this, but I lost my train of thought. But anyway, we all hate our, the system is failing. It's not failing. It's succeeding. It's succeeding spectacularly. It's amazing what medicine can do. It's amazing. I'm 83 and I feel fine. You know, I had open heart surgeries 8 years ago. I feel fine. I go bicycling and walking. I can, do what I like. So the healthcare system is spectacular. It's not failing. What's failing is that you people are too good. Vous êtes trop bien à trouver des moyens pour sauver nos vies qui coûtent cher, comme open heart surgery. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et on ne veut pas payer. We don't want to pay for it. In other words, we don't want to pay taxes. We expect to get it for free in Canada, but we don't want to pay taxes because we have to pay taxes to get it. So the gouvernement est complètement coincé entre les coûts qui augmentent pour des bonnes raisons. Et je ne parle pas des pharmaceutiques parce que ça, c'est un scandale complet. Mais je parle des coûts d'intervention médicale qui peut coûter très cher. Et le gouvernement doit payer tout ça. Et le fait qu'on ne veut pas payer plus d'impôts. Et so the system, medicine is not failing. Healthcare is not failing. The administration of healthcare is failing because the government has to keep cutting costs. As the costs go up, the government has to keep them down. That's the problem. And if the wealthy paid taxes the way other people pay taxes, we wouldn't have as much of that problem. So ça, c'est un autre livre qui, je trouve, il y a un autre livre. C'est Jenny qui l'a, Rebalancing Society. Rebalancing Society. Ça, c'est un autre livre. Pour ceux qui... on postera, en fait, Henry, avec ton accord, on postera sur notre site web le screenshot d'aujourd'hui. Henry, si tu permets, on a une autre invitée qui était une de tes premières étudiantes. Ah, toi aussi, tu l'as? Il l'a même imprimé. Alors, donc, on a une autre, on a parlé de Judy Morris, présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, qui vient de graduer. Puis on a aussi Joanne Liu, qui était une de tes premières étudiantes qui vient aujourd'hui. Puis se joignent spontanément comme ça pour te voir, Henry. Qu'est-ce que tu penses de Joanne Liu? Est-ce que tu as des souvenirs? C'est une bonne étudiante? What was your impression of Joanne Liu back then? She was before Doctors Without Borders. C'est quoi votre... Est-ce que vous vous rappelez d'elle comme étudiante, Henry? Tu demandes à moi. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Joanne? Oh, Joanne, oui, absolument. Et elle était en classe avec Conrad Sauvé qui dirige la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Au Canada, et MSF et la Croix-Rouge a une certaine histoire. Puis c'était amusant, mais ils devenaient bons amis à la fin, mais c'était amusant. Mais une journée, Joanne m'a demandé, elle se rappelle pas de ça, mais je suis presque sûr. Elle m'a dit, je crois que je vais me présenter comme président de MSF. Et elle a créé un comité dans la classe. Elle était élue 2 fois et elle est arrivée jusqu'au moment où Ebola était commencé, ou même le moment où Ebola était une catastrophe dans quelques pays en Afrique, mais le reste du monde ne savait pas. Et Joanne a visité le président de la World Health Organization, et c'est Joanne qui a contribué énormément à éviter une catastrophe.
Je peux pas dire que tous nos étudiants sont si bons que Rick et Joanne, mais on a Merci pas de mal. mentionner mon nom avec Joanne. Non, Et mais Julie. you're carrying the program forward right here. J'aimerais juste, est-ce que donc Henry, le Living Lab, donc, c'est une initiative, bon, un peu comme dans MHA, c'est d'amener des changements pratiques sur le terrain. Il y a 5 piliers, le wellness, la médecine rurale, euh, la créativité, l'innovation, le rétablissement d'une pandémie et le leadership. Donc, on touche à ça, il y a des entrevues, il y a des lectures par rapport à ça. Et là, les étudiants doivent leader ou co-leader un petit projet d'innovation dans l'espace d'un mois, 2 mois, ou d'en amener un qu'on a commencé pour la région de Charlevoix. On est un peu dans le scale and spread avec d'autres milieux. Juste spontanément, on aimerait savoir, en fonction de ce que tu as lu sur les organisations, ça serait quel type d'organisation? Même tes connaissances superficielles du Living Lab, ou peu importe ce que tu sais, ça serait quel type d'organisation? Puis ça serait quoi juste de l'extérieur des défis auxquels on pourrait faire face pour soutenir le développement d'une innovation comme un Living Lab? Les organisations innovatrices sont soit des personal enterprises, ça veut dire des chefs d'entreprise qui sont très, très créatifs, comme Steve Jobs ou comme tous les entrepreneurs, pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs sont très créatifs, mais personnellement. Ils encouragent des équipes, etc., mais ils dirigent. L'autre organisation qui est très innovatrice, c'est le Project Pioneer, où les gens travaillent en projet et ils font des choses extraordinaires en projet. Et c'est d'où vient l'innovation, à mon avis. Si quelqu'un s'intéresse à regarder la situation de Case for Cause, il y a beaucoup de choses à faire pour comprendre mieux comment on peut consacrer plus d'efforts aux causes pour trouver les sources des problèmes. Parce qu'on a beaucoup de cancers. Moi, j'ai une hypothèse qui n'est pas vraie, mais une hypothèse quand même. Imaginez si chaque produit chimique qu'on, I say we ingest, we inhale, or we absorb, cause quelque sorte de cancer. Imaginez. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais je suis absolument sûr que la plupart ou beaucoup font des cancers. Et qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Et on sait que bon, le fumée est un problème pour cancer. On a identifié, on sait qu'asbestos crée asbestosis. Mais surtout, moi, j'ai pas mal de problèmes avec le pot. Pas quelque chose de grave, potentiellement grave, mais pas que. Mais j'ai des choses ici et là, des petites choses qui juste apparaissent de temps en temps. Et quand je visite comment ça s'appelle, le médecin, Dermatologue? oui, le dermatologue, il ne veut pas parler de cause. Moi, je crois que peut-être c'est le sucre qui cause le problème, peut-être c'est le blé qui cause le problème. On a plusieurs hypothèses, mais lui, il ne s'intéresse pas. Et imagine le gamme de patients qu'il a, juste s'il a 3 ou 4 questions. Comment vous consommez le blé, combien de grammes de sucre est-ce que vous consommez chaque jour? Juste quelque chose comme ça peut aider beaucoup à comprendre ces problèmes.
Je crois qu'il y a des gens qui étudient ça, mais pas autant, pas assez, à mon avis. The case for cause. Case Donc, for cause. aller... Ouais. It's a good Rick, I say that when I get a good title, I publish an article. And I like the title, The Case for Cause. Henry, est-ce que j'aimerais peut-être, donc on a des gens plusieurs des jeunes étudiants en médecine, comme je disais tantôt avant que Joanne arrive, là, qui ne te connaissent pas, on a parlé de toi, et là, ils ont cette personne-là, déjà, ça fait comme 30 minutes à peu près que je pose des questions, que tu élabores sur certains sujets. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ces gens-là auraient comme question pour toi? Donc, en fonction de leur expérience de vie, ils sont jeunes, plusieurs sont dans la vingtaine. Vous avez cet expert-là en gestion qui a beaucoup d'expérience de vie, mais de gestion, en toute humilité. J'aimerais vous laisser le plancher pour que vous posiez des questions. Alors, Jenny, si tu veux m'aider à surveiller les questions. Si tu permets, Henry, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui. OK. Donc, on a, tu sais, dans les premières entrevues, la première grande entrevue avait été animée par Joanne, d'ailleurs. C'est Joanne qui avait interviewé Henry. Donc, on a fait une deuxième entrevue avec toi l'année passée. On est allé plus en profondeur sur ta vie, sur la vision. Là, c'est vraiment une session où on voulait parler un petit peu plus de tes livres sur des faits. Mais là, je pense que ça serait intéressant. Je serais curieux de voir quelle sorte de questions ces gens-là pourraient avoir ils sont déjà à 2 semaines et demie dans le stage, puis quel genre de questions pour avoir pour quelqu'un comme toi? Alors, qui veut, Jenny, si tu veux nous dire. Mégane Dryade. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci d'être là. On apprécie vraiment beaucoup que vous preniez le temps de venir nous parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parce que je dors, puis des fois, le Wi-Fi bug. Donc, d'abord, merci de prendre le temps de venir nous parler. Là, on apprécie beaucoup. Mais si j'avais une question à vous poser, ça serait quel serait le conseil que vous nous donneriez en tant que jeune professionnel de 20 ans que vous auriez aimé avoir à notre âge avant de commencer notre profession? Qu'est-ce qu'on... Un conseil. I don't know how to say this in English. Oui, non, it's okay. Conseil pour quelqu'un de 20 ans qui devient professionnel. Chacun est différent, mais professionnel, c'est un engagement qui est très important. Si on perd l'engagement, il faut quitter la profession, à mon avis, ou faire quelque chose dans la profession. Mais il faut être engagé et il faut, vous avez entendu souvent, je crois, mais il faut entendre des gens. Il faut entendre des gens. You have to listen. Il faut écouter, il faut entendre. Surtout les patients. Il y a un chiffre, une étude qui montre que les omnipraticiens interrompent le patient avec 18 secondes et souvent ils ne retournent pas au patient et quelques ans plus tard, c'était plus long, 23 secondes. Les patients peuvent prendre beaucoup de temps, le gouvernement font des pressions, il y a des gens qui n'ont pas des amis, qui doivent utiliser le médecin, l'omnipraticien pour parler de leurs problèmes, etc. Je comprends tout ça. Mais des fois, c'est difficile à décrire ce qu'on pense, pas ce qu'on pense, mais de quoi on souffre. I say, what are we suffering from? Listening is very important in everything, but especially medicine. Et si on va tout de suite à un diagnostic, sauf si c'est complètement évident, mais souvent les problèmes deviennent des diagnostics qui sont trop vite, je crois. Es-tu content de cette réponse, Oui, Mégane merci. Dryade? C'est vraiment gentil. On a Merci. Alexandre maintenant. Alexandre.
Question pour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui et non. Juste Non? avant, OK. Juste avant, Henry, juste pour expliquer, donc, dans le Living Lab, là, c'est des étudiants en médecine, la plupart présentement en stage, mais de 4 facultés de médecine, donc de toutes les facultés de médecine maintenant ici. OK. Ouais. Donc, Alexandre, lui, est à l'Université de Montréal, Megan est à l'Université McGill. Et donc, vous direz d'où vous êtes, en quelle année, puis vous êtes... Je suis à l'Université en- Laval, Université Dr. Laval, Fils, et ma excuse-moi. soeur est à l'Université C'est ta McGill. sœur jumelle. Ta sœur jumelle qui a fait le stage l'année passée, jumelle identique. Excuse-moi. C'est Effectivement. ça. Donc, ouais. Parfait. Donc, si jamais on ne m'entend pas super bien, là, je pourrais peut-être répéter ou juste l'écrire dans le chat. Mais moi, je viens de l'Université de Montréal. Je viens de finir ma première année. Et ma question serait, vous avez mentionné avant que ce n'est pas la médecine qui est en train it's not failing, it's the people in the organization that leads the organization that's failing. Donc, en tant que professionnel de la santé, comment on peut aider ces personnes-là qui gèrent la gestion, comment on peut les aider à s'améliorer? OK, maintenant c'est mieux, mais au départ c'était difficile à suivre, même en anglais, à cause d'un problème technique. Peut-être maintenant, comme c'est mieux, peut-être vous pouvez répéter la première partie. Oui, dans le fond, Non, ça revient. Veux-tu, Alexandre, est-ce que ta question, c'est comment est-ce que, tu sais, dans le fond, les médecins, les jeunes professionnels pourraient s'améliorer dans leur formation en gestion ou se préparer à cet avenir-là? Je peux, peut-être je peux répondre à ça. Oui. Si ça, c'est la question. En fait, la question, je ne sais pas si on m'entend mieux. Je suis rendu sur Megan. Donc, en gros, ma question était les gens les organisateurs, ceux qui, par exemple, les DG, les directeurs généraux des hôpitaux, vous avez mentionné que c'est à ce niveau-là que le système de santé est en train de faillir. Oui. Donc, je me demandais, en tant que professionnel de la santé, comment nous, on pourrait les supporter à s'améliorer et à moins faillir, à avoir du succès. Oui, OK. Il y a des médecins qui sont dirigés, par exemple, notre système de santé. Il y a quelqu'un dans la classe, j'ai vu, qui s'appelle Barrett. Je ne sais pas si c'est la même famille, un nom fameux au Québec, qui est médecin et qui était... Et à mon avis, il a réorganisé aussi. Je ne crois pas qu'il était formé en gestion, mais les gens qui sont formés en gestion, comme des MBA, les MBA ne forment pas des managers. Les MBA sont souvent pas beaucoup de succès en management. Il y a quelques études qui montrent que les PDG qui n'ont pas MBA marchent mieux, réussissent mieux que les PDG qui n'ont pas un MBA. Puis, c'est pas une question de formation en management. C'est la nature d'une personne. Moi, j'ai suivi 5 PDG pour ma thèse doctorale il y a longtemps. Un était le chef de Massachusetts General Hospital. Un médecin, il n'était pas formé en management, mais qui était formidable. C'était son personnalité. Il était fait pour dirigement, pour gestion. Comment on peut savoir? Il faut lire Simply Managing qu'on voit dans l'écran là.
Pour notre point de vue sur qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir succès en gestion. Mais ce que je dis dans l'article, c'est que le devoir, il faut fermer il faut commencer. We have to cross the divide. We have to cross the divide between administration and operations, which means you can't manage any organization in the abstract, in general. Si vous voulez diriger Costco, vous devez faire votre course à Costco comme PDG. You have to walk in your own store, buy your own products, experience it yourself. Now, Monsieur Barrett est médecin et il a pratiqué, je crois, pendant longtemps. Mais aussitôt qu'il devenait ministre, je crois je ne sais pas s'il a bien compris la dynamique entre le gouvernement et les professionnels. Puis il faut we have to close the gap between administration and operations. We have to understand the nature of the operations and organize accordingly instead of all this structural nonsense, charts on paper and all that. And the current minister wants, with this new system of healthcare in Quebec, wants a businessman to run it. Well, should a doctor run business? Sometimes, maybe. But why should a businessman run a hospital? Ils sont très, très, très différents. Il faut être prudent. Il y a beaucoup there's so many dumb things that happen that don't need to happen. And I wrote a bunch of them up in my Managing the Myths of Healthcare book. Henry, on t'a promis qu'on te libérait à 5 heures si c'est correct avec toi. Je ne vais pas te retenir trop longtemps. J'ai promis à Santa aussi, ton adjointe. J'ai quand même, Joanne doit aussi quitter bientôt, mais j'aimerais savoir, est-ce que Joanne, puis c'est Julie qui m'a texté une question. En fait, Julie, tu peux même la poser, mais tu sais, on se pose la question, est-ce que Henry, tu crois que le AMHL contribue bien à préparer les gens pour des carrières de gestion, de leadership dans le domaine de la santé? Maintenant, après 10 cohortes complètes d'avoir fait ce programme-là, de l'avoir imaginé toi-même avec tes collègues. Et je m'excuse de tutoyer, j'avais commencé comme ça, mais puis j'aimerais avoir la réaction de Joanne puis Judy sur leur expérience. Mais Henry, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense? Oui. Est-ce que tu penses que la AMHL prépare bien les personnes à savoir? Est-ce que ça pourrait avoir un rôle pour mieux former les gens dans le système de santé, mieux les préparer? Je peux absolument pas dire non, mais je suis biaisé un petit peu. Mais ce qu'on fait qui est très fort à mon avis, c'est qu'on donne beaucoup d'opportunités des participants dans la classe d'apprendre entre eux, d'apprendre between themselves. Parce qu'ils ont beaucoup d'expériences et des expériences différentes. Et nous donnons des concepts comme understanding organizations ou strategy ou je ne sais pas quoi, mais ils discutent ça à leur table. Et ça, c'est absolument critique, à mon avis. Et ça, c'est ce qu'on fait dans l'autre programme IMPM en business. On donne les gens avec beaucoup d'expérience de partager leur expérience. D'abord réfléchir sur leur propre expérience et deuxièmement, partager leurs conclusions et leurs insights. Je n'ai pas un bon mot en français, mais their insights. Et oui, c'est le programme, je crois, très, très populaire mondial. Il n'y a pas un autre programme comme ça, je crois.
Et est-ce que, donc, on a quelqu'un qui a participé dans les premières itérations, je pense que c'est la cohorte, peut-être 3, peut-être 4, je ne me rappelle plus, Joanne. Est-ce que, Joanne, toi, qu'est-ce que ça t'a donné de faire la MHL? Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose? Puis après, Judy? Ben, moi, je pense que la MHL, sa plus grande valeur, c'est le fait que c'est fait. Pour moi, j'ai toujours considéré la MHL, mais là, possiblement, Henry ne sera pas d'accord, mais c'est un peu pour moi un laboratoire où on essaie des choses. Puis je pense que ça apportait beaucoup plus de valeur aux gens qui avaient un projet spécifique à travailler. Si tu vas là, puis tu n'as comme pas un projet de management leadership, puis que tu vas là de façon plus générique, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est aussi, ça a autant d'impact. Donc, moi, c'était super parce que j'ai fait toute ma campagne pour devenir la présidente de Médecins sans frontières. Puis, tous les étudiants m'ont aidé dans ma campagne à différents niveaux, à différentes étapes. Et finalement, quand j'ai été élue, on avait l'impression que c'était MHL qui avait été élue. Fait que c'était quand même très le fun. Fait que, donc, c'est sûr que moi, ça a focusé ma maîtrise, puis j'ai fait en plus mon mémoire en partie sur le leadership à Médecins sans frontières. Et donc, je suis arrivée en plus avec une espèce de feuille de route, comment j'étais pour acter ma présidence. Mais je sais pas, peut-être que ça va être intéressant d'entendre qu'est-ce que mon amie Judy a à dire, puis comment elle s'était engagée dans cet exercice pédagogique. Que tu me passes la parole, Richard? Ben oui. How to sum it up, je pense que c'est difficile parce que c'est une expérience que moi, j'ai trouvée incroyable. Moi, je suis arrivée là en me disant, j'étais déjà dans des positions de leadership, puis je me disais, I felt like a total imposter, tu sais, j'ai pas de base, je sais pas comment faire. Puis, ce que j'ai découvert, c'est pas tellement de dire comment être un leader on top, tu sais, des organisations. Ce qui me sert le plus au jour le jour, puis ça répond peut-être à la question d'Alexandre, c'est partout dans la clinique, on lève la main. C'est surprenant comment souvent les leaders, il y a des organigrammes, il y a des gens qui pensent qu'il faut respecter la hiérarchie. Tu lèves la main, hey, on fait débloquer des affaires là, au ground level de façon extraordinaire. C'est sûr que ça prend une ouverture, mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tout le monde a le potentiel de changer les choses puis d'aider. C'est sûr qu'on ne changera peut-être pas le projet de loi 15, mais il y a des choses super intéressantes. Puis si on est capable d'avoir du succès à une plus petite échelle, bien, on est capable après ça de dire, regardez, on a fait ça ici, on devrait être capable de le mettre sur pied puis d'avoir des succès ailleurs. Puis je pense que c'est peut-être l'erreur où on se met dans le cadre de « je peux rien faire, je suis juste un docteur ». Mais quand on se met à parler, l'exemple, c'est un des trucs avec les CHSLD où on nous disait « Ah, CHSLD, c'est une autre direction, on ne peut pas toucher à ça, l'urgence ». Puis là, nous, juste localement, on s'est mis à parler aux gens de CHSLD, puis hey, ils ont les mêmes défis que nous, puis hey, on est en train de travailler des protocoles, puis il y a une ouverture. Fait que moi, c'est ça, c'est un peu la connaissance des systèmes qui est essentielle, mais aussi de voir comment on est nous, c'est quoi les barrières, rebalancing, ça a été super aidant, les forces différentes qui doivent être impliquées, parce que si ça tire trop du côté des syndicats ou de la gouvernance, ça ne marchera pas. Fait que d'ajouter notre grain de sel comme clinicien, moi, ça a ouvert énormément de portes et de possibilités dans mon quotidien et dans ma pratique. Fait que c'est vraiment incroyable. Bon. Merci beaucoup, Judy, Joanne. Henry, il reste 5 minutes. Est-ce que tu as encore 5 minutes? Oui. 5 minutes? Fait que j'aimerais simplement juste faire un petit tour rapide. Donc, les gens, à la fin de ces entrevues-là, même si c'est pas une grande entrevue typique, là, mais ce qu'on va faire, c'est on va juste leur dire s'ils ont appris une chose de l'entretien avec toi ou sur toi aujourd'hui ou sur un sujet et comment ils se sentent. Donc, ils vont aller en très rapid fire. On va faire un tour. Simon. Oui, d'abord, merci d'être venu et de parler avec nous. Une chose que j'ai appris, c'est par rapport au MBA. Moi, je fais le MBA, puis c'est juste d'apprendre votre opinion par rapport au MBA
C'est Il pas la fait même chose que MD, les managers. MBA. Fait que c'est ça que j'ai appris, puis parmi plein d'autres choses. Comment tu te sens avec ça, Simon, aujourd'hui, d'avoir... Ben, en fait, je me demande, tu sais, parce que justement, en faisant le MBA, je me disais que sûrement que ça aide à développer des compétences puis développer des habiletés qui font en sorte que tu deviens un leader. Mais là, je trouve ça intéressant de voir une autre perspective puis de voir qu'il y a vraiment, que vous avez écrit un livre sur ça, le Manager's Not MBA. Fait que je me demande qu'est-ce que moi je peux faire en tant que personne qui fait le MBA, comme qu'est-ce que je devrais, quel conseil, qu'est-ce que je devrais faire pour que ça m'aide vraiment plus tard. So this is a MD, MBA student. Et là, il était un peu, par tes propos, Henry, tu es comme un peu, OK, je fais-tu la bonne affaire? Tu veux que je... Peut-être, je ne sais pas. Il faut que pour une seule fois, il faut que je reste tranquille. OK. Mais nous, de toute façon, il fait le stage avec nous, donc, et puis on voit qu'il va être capable d'aller au-delà et peut-être même changer différentes choses du MBA. Donc, Simon, merci beaucoup. Sandrine? Oui, moi j'ai appris, en fait, souvent on trouve que c'est compliqué, là, le système de la santé et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment simple, la manière que vous avez expliqué qu'on a les solutions, on a plusieurs soins qui sont disponibles, mais on ne peut pas payer pour. Alors, je trouve que c'est une manière un peu résumée de l'expliquer qui aide un peu à mettre en pleine face, là, c'est quoi le problème. Fait que j'ai appris ça. Et je dirais que je repars avec les yeux ouverts, une autre vision de la gestion, puis de comment on peut améliorer le système de santé simplement en le gérant mieux. Alors, merci pour ça. Merci Sandrine. Nathalie, donc Nathalie qui est notre infirmière qu'on a engagée tout récemment pour aider à implanter des projets cliniques sur le terrain, mais qui fait le stage elle-même avec les étudiants en médecine. Nathalie vient juste de prendre sa retraite comme infirmière après plus de 30 ans de travail. Elle habite Charlevoix et elle travaille avec nous. Donc, Nathalie, qu'est-ce que tu as retenu de Henry? Donc, tu n'avais entendu parler de Henry. Oui, puis ancienne gestionnaire quand même, donc du réseau Ben de oui. la santé. Donc, je pense que ce que je retiens, c'est qu'il faut rester focusé sur les bonnes affaires, les bons enjeux, de ne pas voir toujours l'organisation, comment je pourrais dire. Il faut vraiment comprendre les organisations si on veut améliorer, dans le fond, les soins et tout ça. Fait que moi, je pense que je vais aller lire, même si je ne suis plus gestionnaire, le dernier livre, je pense, va me permettre peut-être de mieux comprendre l'organisation dans laquelle j'ai travaillé. Peut-être que finalement, je n'avais rien compris. Donc, finalement, je vais aller le voir ça. Puis, moi, je sens toujours positive quand j'ai des belles rencontres comme ça. Merci, M. Winsberg, parce que ça donne encore de l'espoir qu'on peut amener des changements. On peut toujours amener des changements. Il faut y croire. Oui. Alors, merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Ariane. Oui, moi, je retiens aujourd'hui que, justement, ce n'est pas nécessairement les gens qui ont une formation spécifiquement en gestion qui vont être les meilleurs pour gérer le système de santé. Donc, même si on est des médecins de cette discussion aussi, même si on a une formation du côté médical, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des postes qui sont plus de gestion si on se sent comme inspiré ou motivé à changer les choses. Et donc, je comprends que tu es comme inspiré quelque part par tout ça, comme ton émotion. Mégane Pelletier. Oui, moi, c'était un peu du même sens que Sandrine, parce que je trouvais que ça a été quand même vraiment éclairant comme grand entretien, là, si on peut appeler ça comme ça. J'ai trouvé que, tu sais, des fois, comme on dit, les enjeux dans le système de santé, on sait qu'il manque de ressources, mais ça peut être peut-être peu concret de comprendre exactement pourquoi. Puis comme Sandrine a dit, là, aujourd'hui, on a nommé il y a des solutions quand même assez simples qui ont été nommées, puis je pense que ça résume bien c'est la problématique puis les pistes de solutions. Merci beaucoup, Mégane. Élodie? Oui, moi, ce que j'ai appris, ça va un peu dans le même sens que Sandrine puis Mégane. C'est plus comme de revoir en tant que société, c'est quoi pas nos buts, mais nos priorités. Parce que, c'est vrai qu'on a tendance à critiquer notre système de santé, mais que c'est quand même bien en général, puis que c'est ça, c'est juste que ça coûte de plus en plus cher
être au fine pointe de la technologie. Puis je dirais que suite à cette rencontre, je suis comme un peu inspirée, puis j'ai de l'espoir. Merci beaucoup, Élodie. Morgane. Oui, moi, une chose que je retiens, je dirais là, que c'est la statistique sur le listening des professionnels de la santé. J'en suis quand même choquée, là, puis j'espère que je ne contribuerai pas à cette statistique-là dans ma future pratique. Je vais lui faire attention en tout cas. Puis je ressors d'ici, je dirais, grateful des rencontres qu'on a fait aujourd'hui. Merci, Morgane. Ariane, on t'a déjà. Anouchka. Oui, moi, un peu, comme Morgane, là, ça m'a vraiment frappé quand vous aviez parlé justement de l'écoute des professionnels de la santé et tout ça. Justement, je vais retenir ça et m'assurer de ne pas continuer à faire ça en tant que professionnel de la santé. Et puis sinon, moi, ça m'a donné espoir aussi, ce meeting-là, pour de multiples raisons par rapport à la gestion. Tout ça. Merci, Laurie. Donc, une chose que tu as appris, une émotion que tu ressens, avec laquelle tu ressens aujourd'hui? Moi, ce qui m'a marqué, c'est plus que quand on parlait dans le fond, la gestion des hôpitaux, puis comment on essaie de le faire un peu comme si c'était un business, alors qu'un business n'a pas les mêmes priorités, pas les mêmes valeurs. Puis, je crois que l'émotion que ça me laisse, c'est comme intriguée parce qu'en ce moment, on est vraiment plus dans le monde académique, donc on apprend sur la médecine, mais on ne vit pas nécessairement les réalités de ce que c'est d'être un médecin. Donc, j'ai hâte. Je suis intriguée de voir comment la bureaucratie va affecter notre pratique. Merci, Laurie. Mégane, Dryade. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est encore une fois, comme on l'a déjà mentionné, c'était le leadership, là, on n'est pas obligé d'être formé nécessairement pour être un bon leader, mais on peut l'apprendre sur le tas au travail. Puis je suis vraiment aussi inspirée, là, il y avait Dr. Liu, Dr. Maurice, je ne sais pas comment ça se dit. Maurice. Maurice, oui, OK. Puis vous aussi, Henri, là, je suis inspirée de vous avoir avec nous, puis je suis contente. C'est important de l'avoir eu aujourd'hui. On est à Alexandre. Je vais voler le camp de Mégane pour 2 secondes. En gros, moi, j'ai appris et réalisé qu'effectivement, en médecine, on traite moins la cause et plus, on est vraiment des symptômes et non dans le traitement de la cause. Donc, on est en réaction au lieu dans prévention. Donc, ça m'a fait réaliser ça. Puis, peut-être, ça me donne le goût d'orienter ma pratique. Ou du moins une partie. Puis, comment je me sens après aujourd'hui? J'ai de l'espoir parce que, comme Jody a mentionné, en tant que professionnel, oui, on a l'illusion qu'il y a des échelons à respecter, des patterns à respecter pour faire des changements, mais que si on lève la main, on peut en faire assez, je dirais pas facilement, mais on peut faire bouger les choses en tant que professionnel de la santé. Donc, comme quelques personnes ici, j'ai espoir. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce qu'il reste une personne? Sinon, nos invités pourraient peut-être... Jenny, toi, qui est coordonnatrice du Living Lab Charlevoix, qui a aidé à organiser cette rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de Henry? Ce n'est pas la première fois de ton expérience aujourd'hui. Non, mais c'est pas la première fois, mais à chaque fois, je sors avec le même sentiment. Richard, je vais prendre le prochain mois de congé pour lire tout ce que Henry a écrit. Ça me fait du bien parce qu'à quelque part, il y a... vous avez un point de vue qui est quand même rebelle, qui n'est pas traditionnel, puis je pense que j'adhère à quelque part un peu à ça. Puis tu sais, on en parlait ce matin, moi puis Richard, parce qu'on a invité à discuter une militante au niveau des infirmières dernièrement, tu sais, puis ces gens-là sont souvent pas retenus pour parler devant le gouvernement ou devant les structures, ils sont mis de côté beaucoup. Puis quand vous dites marcher pour le problème et non pour le traitement, pour moi, marcher pour le vrai problème, la cause, la source, c'est faire du militantisme. Puis c'est pas facile de choisir cette voie-là dans notre société. Puis ça me fait tourner mes pensées autour de ça. Donc voilà, un grand
On est extrêmement chanceux d'avoir la chance de passer une belle heure comme ça avec vous. Je pense que on va garder ça longtemps dans notre tête. Quelle chance, puis peut-être qu'il reste une personne rapidement, Judy, qui vient de graduer du programme d'IMHL, qui est présidente de la MUC. Qu'est-ce que tu penses? Étais-tu contente de revoir Henry aujourd'hui? Ah ben, je suis honorée d'avoir pu être présente avec vous, puis j'ai manqué son lancement de son dernier livre, fait que j'étais contente de pouvoir entendre parler, puis à chaque fois de prendre le temps, c'est souvent ça, hein, aussi en gestion, le MHL, ça nous donnait de prendre le temps de lire ces choses-là, de voir des idées qui challenge un peu comment on voit les choses. C'est toujours essentiel, fait que c'est un plaisir toujours d'avoir les réflexions de professeur Mansberg. Et enfin, professeur Mansberg, on vous laisse le dernier mot de la fin. Le mot de la fin. C'est à vous maintenant de nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui d'avoir fait cette petite entrevue avec nos étudiants en médecine de la 10e cohorte du Living Lab Charlevoix, un programme qui est beaucoup inspiré par vous, par votre programme. Et comment vous vous sentez? Y a-t-il quelque chose que vous avez appris de l'expérience aujourd'hui? Ça m'encourage beaucoup pour l'avenir. Et merci beaucoup pour la chance l'opportunité de jaser avec tout le monde. Merci. Merci infiniment, Henry, pour votre temps, pour votre générosité, encore une fois. Merci d'inspirer des générations de personnes comme nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.